Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on ne va pas parler d'un jeu de plateau mais on va parler de Civilization 7. Vous avez vu que ce jeu va sortir très prochainement, début 2025, et il y a eu une présentation du jeu récemment et ça fait beaucoup parler. Donc là on va voir ensemble ce qu'on n'a pas vu pendant cette émission, ce qui n'a pas été montré en fait, grâce à d'autres images et d'autres vidéos que j'ai pu récupérer. Notamment c'est des images qui viennent d'un youtubeur qui s'appelle Quill18, je crois que c'est 18, et donc merci à lui d'avoir mis ça en ligne. Je me suis permis de récupérer en fait ces bouts de vidéo pour illustrer en fait mes propos. Alors on va commencer très rapidement par déjà regardez ça, cette pochette en fait, ça va être la pochette du jeu je pense, c'est l'image d'accueil, c'est la première image qu'ils ont dévoilée. Déjà elle est très classe, ce côté un peu marbré et puis doré, je trouve ça très sobre et très joli, mais ce qui va nous intéresser surtout c'est alors ce que l'image nous montre. Donc on voit les trois hexagones qui sont sur la couronne extérieure qui vont représenter les trois âges, puisque vous l'avez compris, Civilization 7 va se dérouler en trois âges majeurs. Donc celui qui est représenté en bas, ça va être l'âge de l'Antiquité, celui qui est représenté à gauche, ça va être l'âge de l'exploration, celui qui est représenté en haut, c'est l'âge, ils appellent ça l'âge moderne, mais on a bien compris que ce sont des périodes en fait, parce qu'ils ont voulu diviser le jeu en trois parties, plutôt que d'avoir une succession d'âges, et qui parfois, ça pouvait être un peu frustrant parce que on passait trop vite d'un âge à l'autre. Et même quand on mettait l'option de jouer en partie longue, vous savez, les parties marathon là, ou épique, je sais plus comment ils appelaient ça, où ça multipliait en fait le nombre de tours qu'il nous fallait pour construire des bâtiments ou des choses comme ça, ben en fait ça allongeait la partie, mais de façon artificielle, ça fonctionnait pas. C'est juste que ça prenait plus de tours, et ben la plupart du temps on n'avait rien à faire, et donc on faisait juste tour suivant, tour suivant, tour suivant. Voilà, donc ça servait à rien en fait. Donc là, ils ont voulu retravailler cet aspect du jeu, donc faire trois parties en une en fait. Chaque partie de civilisation va être divisée donc en trois volets, et chaque volet va correspondre à différents âges comme on a l'habitude de les connaître. Par exemple, l'âge de l'Antiquité, donc on voit que au niveau des illustrations, on a des pyramides, on a voilà, certaines constructions, le Colisée si on passe de l'autre côté, donc on peut vraiment imaginer que ça va rassembler l'âge de l'Antiquité et l'âge classique, probablement, et probablement qu'ils vont être assez longs, parce que ils ont bien précisé aussi qu'on pourrait faire une partie en jouant uniquement un seul âge. Donc on peut imaginer que chaque âge va durer des heures et des heures, parce que si on prend une partie de Civilization 6, il faut combien de temps pour faire une partie de Civilization 6? Il faut plus de 20 heures je pense. Donc on peut imaginer que chaque âge va se jouer en 5-6 heures, et donc ça c'est assez intéressant. Ensuite le deuxième c'est l'âge de l'exploration. Alors l'âge de l'exploration, on va dire que ça va aller du Moyen-Âge Renaissance, j'imagine, Moyen-Âge, ou même fin, je sais pas trop, fin de l'âge classique, Moyen-Âge, Renaissance, ça c'est sûr, avec, on voit, il y a des navires, donc là on imagine bien évidemment la période de la colonisation, donc ça va aller jusqu'à, oui, Renaissance, et jusqu'au début, jusqu'à l'ère industrielle en fait, et donc le troisième volet qui va être l'âge moderne va partir de l'ère industrielle probablement, puis l'ère moderne, et puis peut-être un peu plus, je sais pas trop comment ils vont découper exactement, mais il faut s'attendre à trois âges très longs, voilà, très très longs. Donc ça c'était la première chose qu'on pouvait voir.
La deuxième chose, c'est que à l'intérieur, dans la couronne interne, on a 4 petits hexagones, et en fait ça correspond tout simplement aux, je pense, 4 conditions de victoire, puisqu'on a celui en bas à droite qui représente une épée et un bouclier, donc ça va être la victoire militaire. En haut à gauche, on voit bien que c'est les masques de l'icône de la culture, donc la victoire culturelle. Pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. On imagine qu'il y a une victoire économique et une victoire scientifique. En haut à droite, j'ai l'impression que ça ressemble à un microscope, mais je ne suis pas sûr. Et par contre, en bas à gauche, ça ressemble à un cycle de la médecine. Donc je sais pas, là il y a un petit peu d'ambiguïté, mais c'est probablement les 4 victoires, les 4 conditions de victoire qui seront présentes au lancement du jeu. Donc 3 âges, 4 conditions de victoire. On sait très bien, on a l'habitude avec les jeux civilisation, que des extensions vont sortir régulièrement, 2 grosses extensions, maintenant ils fonctionnent comme ça, qui vont rajouter du gameplay et qui vont rajouter une condition de victoire. Donc là on n'a pas la religion, on n'a a priori pas la diplomatique, donc c'est des choses qui vont arriver très vite, on le sait puisque la religion est déjà un petit peu implémentée dans ce qui va sortir au lancement, puisqu'il y a déjà les panthéons, il y a déjà des choses comme ça. Donc on sait que la religion va arriver, et tant mieux, et en même temps on espère aussi qu'ils vont la retravailler par rapport à la condition de victoire de Civilization 6, où la religion ne fonctionnait pas du tout, elle était très chiante à jouer, et donc voilà, c'était vraiment pas intéressant. Donc on va voir comment ils vont retravailler ça c'est très important, et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur déjà cette première image qu'on a eue avant l'émission de présentation du jeu qui est sortie là fin août. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'écran de sélection des leaders. On va faire des pauses, comme ça on va voir un petit peu, on va pouvoir détailler ce qui se passe. Alors on a ici donc sélection des leaders. Dans cette démo, on voit qu'il y avait 4 leaders qui étaient proposés. Il me semble qu'à la sortie du jeu, on en aura 5 pour le départ en fait, hein. Si j'ai bien compris, il va y avoir le choix entre... Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais là il y en a 4 qui sont présentés. Donc on a Amina par exemple, et on va regarder un petit peu pour chacun ce qu'il nous propose, voir un peu s'il y a des choses qui sont intéressantes. Donc Amina, déjà ce qu'on voit, c'est que elle est sous-titrée économique militaristique. Donc est-ce que ça veut dire que ça va être l'orientation pour la victoire? Est-ce qu'avec Amina, on va être orienté vers une victoire économique ou une victoire militaire, et on va voilà, choisir l'une ou l'autre qui va être la plus appropriée? Donc en gros, on ne choisirait pas Amina pour partir sur une victoire culturelle ou scientifique, a priori, hein, parce que vous allez voir que justement, ce qu'ils essayent de faire dans ce Civ 7, c'est de faire évoluer notre civilisation comme ça n'a jamais été fait auparavant, notamment dans Civ 6. Bon ben voilà, on joue la même civilisation et le même leader du début à la fin, ils ont les mêmes bonus. Finalement notre civilisation, à part développer son arbre de technologie et son arbre de dogme, elle n'évolue pas en fait, elle garde les mêmes bonus, notre leader garde les mêmes bonus, donc c'est ça qu'ils ont voulu faire, c'est rééquilibrer ça pour que tout au long de la partie, on soit, on va dire, on ait des bonus qui nous servent dans les 3 âges. Voilà. Et pas non uniquement, par exemple, si on joue Rome dans Civilization 6, bon ben Rome il est très fort en début de partie, hein, puisqu'il a les légions, il permet de créer des routes entre les villes automatiquement, si je me souviens bien. Bon ben ok, mais une fois qu'on a passé l'âge de l'Antiquité et que nos légions sont obsolètes et qu'on a déjà fait nos villes et on n'a plus besoin de créer des routes, bon ben les bonus de Rome, ben voilà, il n'y en a plus en fait. Et au contraire, une civilisation qui était plus moderne, dont les bonus étaient actifs en fin de partie, bon ben eux en début de partie, ils vont galérer s'ils tombent
contre une civilisation qui, au contraire, elle a des bonus en début de partie. Donc là, l'idée, ça veut vraiment être de faire, comme je le disais, ces 3 volets, et on va voir ensemble que à chaque changement d'ère, donc pour l'ère d'Antiquité, on va choisir quelque chose, pour l'ère de l'exploration, on va choisir autre chose, et pour l'ère moderne, encore autre chose, et à chaque fois, ça va être quelque chose qui va être pertinent dans l'âge dans lequel on est. Et donc, ça permettra d'être toujours au top tout au long de la partie, et de ne pas avoir de ventre mou, de ne pas avoir de moments un peu chiants et creux dans la partie, et surtout, ça va enfin permettre, en espérant que ce soit bien fait, que la fin de partie ne soit pas chiante, parce que dans Civilization 6, on va pas se mentir, mais le dernier tiers ou le dernier quart de la partie, il était vraiment chiant, on attendait juste que ça se termine. Et moi souvent, j'allais pas au bout de mes parties. Je voyais que j'allais gagner, mais j'allais pas passer encore 2 heures à faire tour suivant, jusqu'à ce que je gagne réellement. Donc tant pis pour les stats, mais j'abandonnais avant en fait. Et donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est que voilà, ce soit tendu et riche tout au long de la partie. Donc si on regarde un petit peu Amina, donc plutôt orienté économique, militaire. Et ensuite, on a les détails, donc on va juste regarder comme ça. Plus 1 en capacité de ressources dans les villes, ok. Plus 1 pièce d'or par âge pour chaque ressource assignée aux villes. Alors là, il y a des petites notions qu'on ne connaît pas encore, hein, parce que ça va être du gameplay particulier à Civ 7. On va assigner des ressources, voilà, ça va apporter du bonheur. Le bonheur revient un petit peu comme dans Civ 5, mais apparemment en mieux fait, et tant mieux. Et puis, plus 5 de combat, de puissance de combat pour toutes les unités sur les plaines et les déserts. Bon voilà, elle a ses bonus, très bien. Donc on a ici un autre leader qu'on peut choisir en début de partie. Donc lui, il y a diplomatique et expansionniste. Alors du coup, ça contredit un peu ce que je pensais, ce n'est pas pour viser une victoire, hein, puisque là on est diplomatique et expansionniste, qui ne font pas partie des conditions de victoire. Donc ça va probablement être comment, dans quel domaine ces bonus peuvent se situer. Alors si on regarde un petit peu ce qu'il y a un peu plus en détail, on a plus 1 de nourriture dans les villes pour chaque excédent de bonheur de 5. Ok, donc plus on est heureux et plus nos villes vont être productives en nourriture. Plus 10% de nourriture dans tout. Alors les settlements, parce que là dans Civilization 7 il y a la différence entre les villes et les settlements. Alors comment on peut appeler ça? Enfin, il y a 2 types de villes, il y a vraiment un petit peu comme les avant-postes et les villes. Quand on fonde, on met un avant-poste et puis petit à petit il va se développer, il va devenir une ville qu'on va pouvoir vraiment gérer un petit peu mieux que ça. Et ensuite tous les bâtiments gagnent plus 1 de bonheur d'adjacence pour chaque amélioration. Ok, bon ça nous parle pas beaucoup, mais voilà, c'est vraiment lui basé sur la production, la croissance des villes apparemment et du bonheur. Très bien, ça me va. On va voir un petit peu la suite. Alors on regarde maintenant le dirigeant romain, Auguste. Lui il est culture et expansionnisme. Ok, donc plus 2 de production dans la capitale pour chaque town. Ok, donc ça c'est ce qui n'est pas la ville justement, hein, c'est des petits avant-postes. Donc expansionniste dans le sens où plus il va avoir d'avant-postes, plus il va avoir de production, donc il va vouloir s'étendre et créer plein d'avant-postes à droite à gauche, hein. Bon voilà, c'est les Romains. Alors, ok, donc lui il peut avoir des bâtiments culturels dans ses avant-postes, et plus 50% d'or. Ok, donc lui il est très basé, voilà, vous avez vu, hein, sur l'expansion, donc ça c'est pas mal, hein. Ok, donc il va vouloir s'étendre pour avoir des bonus, très intéressant. Bon, très bien, allez, on va voir le 4e.
Alors, la quatrième, c'est Hatshepsut de l'Égypte. Donc, elle, c'est culture, économie, plus 1 de culture pour chaque ressource importée, plus 15% de production lors de construction des merveilles dans les villes adjacentes aux rivières navigables. Ok, donc on garde cette logique avec l'Égypte de construire, d'avoir un bonus pour la construction des merveilles et des bâtiments le long des rivières navigables. Très bien. Donc ici, en fait, on voit qu'une fois qu'on a choisi le leader, qui, je le rappelle, on gardera le même leader tout au long de la partie, on voit qu'on va pouvoir choisir l'âge et la civilisation. L'âge parce que, comme je vous le disais, il sera possible de faire une partie soit en faisant un seul des 3 âges, soit en les enchaînant. Donc là, pour la démo, il n'y avait que l'Antiquité de disponible, par exemple. Mais c'est ici qu'on va choisir le type de partie qu'on va vouloir faire. Alors ici, maintenant, on va choisir notre civilisation. Et donc vous avez bien compris que dans Civilisation 7, on va pouvoir choisir une civilisation qui n'est pas forcément liée au leader. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur cette image-là, donc le joueur a pris Hatshepsut, mais on peut décider de choisir la civilisation parmi les 4 disponibles au début là dans cette démo. Donc par exemple, le premier choix, ça serait les Aksum, et on voit que lorsqu'on joue Hatshepsut, il nous recommande soit les Aksum, soit l'Égypte, mais on pourrait très bien prendre les 2 autres. Notamment, on pourrait prendre Rome. Voilà. Et donc, là, on a les bonus de la civilisation, par exemple des Aksum, des Aksumites. Donc, culture et économie. Alors, est-ce que c'était les mêmes que... Est-ce que ça, c'est les trucs d'Hatshepsut, ou est-ce que c'est spécifique aux Aksumites? Ça veut dire qu'on pourrait, voilà, on pourrait vraiment varier, avoir un leader qui est plutôt orienté dans un sens, et puis une civilisation dans un autre. Bon. Et donc là, on a les bonus de cette civilisation. Plus 2 d'or sur les ressources, plus 30% de production lors de la construction de la grande stèle. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être quelque chose de religieux. Et puis les unités et les bâtiments uniques. Ok, donc il y a une petite navigation, il y a 2. Ouais, Aksum Unique Trade Ship, on ne peut pas piller. Ok, donc il y a des trade ships. Ok, très bien. Et puis un bâtiment, plus 2 d'or, plus 1 de culture pour les merveilles adjacentes. Okay. Bon, ok, donc ça c'est des choses qu'on connaît, enfin on ne connaît pas cela particulièrement, mais c'est des mécaniques qu'on connaît. Chaque civilisation a un bonus, donc là c'est Kingdom of Natural Wealth, plus des bâtiments et ou des unités uniques. Donc là éventuellement on pourrait faire le choix de l'Égypte, qui serait le plus logique pour Hatshepsut. On voit que c'est aussi marqué culturel économique, elle était culturelle économique, donc soit il nous propose ces deux-là parce que l'Égypte et les Aksumites sont culturels économiques, ou alors c'est les traits du leader qui sont reportés là. Et ça, on va vite le voir quand on verra les autres. Qu'est-ce que ça propose l'Égypte? Gifts of Osiris, les cadeaux d'Osiris, plus 1 de production sur les rivières navigables, très bien. Plus 30% de production lors de la construction des pyramides. Ok, donc on se souvient que elle avait un bonus qui donnait 15% de production des merveilles le long des rivières navigables, et si on l'associe à l'Égypte, elle a en plus 30% de production sur les pyramides. Voilà, donc c'est assez pas mal, hein. Donc la combinaison Hatshepsut-Égypte permet d'avoir les pyramides quasiment assurées. Ensuite on a donc les unités uniques et les bâtiments. Donc elle a le Medjay,
qui est sa première, sa première unité d'infanterie. Ok, bon, on va pas voir le détail. Le Tchati a un personnage illustre avec une charge. Donc on voit que là, il y a des personnages illustres qui reviennent, mais on ne sait pas trop exactement comment, on n'a pas trop vu. Ensuite, il y a le Mastaba, qui est un bâtiment culturel, et le temple mortuaire. Ok, donc à voir. Ok, ensuite on voit qu'on peut choisir l'Empire Maurya. Maurya, pour rappel, c'est, on va dire, c'est maintenant où il y a l'Inde, c'est le sud du continent indien. Donc là, on s'éloigne quand même hein, de la localisation africaine de l'Égypte. Et on voit d'ailleurs que, ça répond à notre question, eux, ils sont considérés militaires et scientifiques. Donc voilà pourquoi Hatshepsut, qui est culturel et économique, était proposé comme recommandation pour les Aksumites et l'Égypte, mais elle n'est pas recommandée pour elle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va nous recommander une civilisation qui a les mêmes orientations que le leader. Mais on est tout à fait libre de diriger avec Hatshepsut l'Empire Maurya ou alors l'Empire romain. Mais peut-être qu'on va se disperser un peu. Vous voyez, on aurait des avantages culturels et économiques avec notre leader et des avantages militaires et scientifiques avec notre civilisation. Donc, soit ça va nous poser problème parce qu'on sera bon un peu partout, mais on sera pas très bon, enfin on sera pas très bon nulle part, ou alors ça peut être justement être intéressant pour jouer sur tous les tableaux et pour diversifier nos parties et nos civilisations. Chose qu'ils avaient commencé à faire dans Civ 6 en proposant différents types de leaders, en dupliquant les leaders avec des traits différents. Voilà, donc on sent que Civ 6, ils ont préparé le terrain pour ce qu'ils voulaient mettre en place dans Civ 7. Hein. On va regarder un petit peu les détails rapidement. Donc là, eux, on voit que, alors ils ont Dama Lipi. Vous pouvez choisir un panthéon additionnel après avoir débloqué le mysticisme. Donc voilà, ça confirme que il y a donc le mysticisme comme développement et le panthéon est toujours là, donc il prépare clairement le terrain à la religion. Soit ça va arriver plus tard, soit c'est des choses qui ne nous ont pas encore montré. Hein. C'est très probable que les religions arrivent plus tard dans le jeu en fait. Là, on nous montre vraiment le tout début de l'Antiquité. Peut-être que les religions se développent puisque on est capable d'avoir un panthéon et le mysticisme. Peut-être qu'au cours de la partie, les religions arrivent et on ne le sait pas encore. C'est possible, hein, c'est fort possible. Ensuite, on a plus 30% de production lors de la construction des Sanchi Stupa. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, unité unique et bâtiment unique. On a l'éléphant, donc la cavalerie, unité de cavalerie. On a le Nagarika, ok, un settler unique. Bon voilà, ils ont des bonus, hein, très bien. Le Dharamshala et le Vihara, des bâtiments qui apportent du bonheur. Ok, bon, c'est intéressant. Et donc c'est marrant aussi de voir en bas Hatshepsut of Maurya in the Antiquity Age. C'est cool de faire ça. Donc vous voyez qu'on peut choisir. Alors, ça a probablement du sens. Moi, je ne suis pas assez calé en histoire. Ça a probablement du sens parce qu'il y a eu probablement des influences. Pourquoi il y aurait une civilisation pré-indienne ici, dès l'Antiquité. Voilà. On pourrait creuser hein, et essayer de trouver les liens qu'ils ont voulu mettre en avant. Bon, Rome et l'Égypte, on connaît, leurs affinités, mais cette partie-là du monde, c'est un peu plus étonnant. Donc, très intéressant d'essayer de voir pourquoi. Allez, on va aller vers Rome et voir ce que Rome nous propose. Ok, donc là on a Rome, Rome, culture et militaire, très bien. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Plus 1 de culture sur les districts
Alors, ça nous reparle de district et on reviendra sur la notion de district qui a complètement changé aussi par rapport à Civilization 6. Et je peux vous dire que ça a l'air très intéressant dans les capitales et les avant-postes. Ce qu'ils appellent towns, moi je vais appeler ça avant-postes. Ce sont des petites villes. Au moment où on fonde, c'est un peu comme un avant-poste et après ça va se transformer en ville, dans lequel on pourra construire des bâtiments et manager de façon plus précise. Plus 30% de production lors de la construction du Colisée. D'accord. Donc en gros, on voit que les civilisations, on avait vu que l'Égypte, elle avait plus 30% de production sur les pyramides, Rome a plus 30% de production sur le Colisée. Je trouve ça sympa de ne pas imposer le Colisée à Rome, mais de lui donner un gros avantage pour sa construction. Et donc on imagine que la France, elle va avoir la même chose avec la Tour Eiffel, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, de vraiment très connu, enfin vous voyez, des choses comme ça. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Et en même temps, ça n'empêche pas les autres de le faire, mais ils ont plus de difficultés. Les unités uniques, la Légion, bon, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Légion? Plus 2 de force au combat pour chaque tradition dans le gouvernement. Ok, c'est pas mal, ça. Legatus. Ah, voilà, donc là, il commence à nous parler des Army Commanders. Quelque chose qui arrive, une nouveauté dans Civ 7 aussi, et on en reparlera un petit peu plus tard aussi dans une prochaine vidéo. La basilique, bâtiment unique pour Rome, et le temple de Jupiter. Ok, donc il apporte soit de l'or, soit du bonheur, etc. Bon, très bien. Ensuite, une fois qu'on a validé notre choix, on a le choix d'un petit paramétrage de partie, donc on voit la difficulté. Hein. Là, il est en mode gouverneur. Alors, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de difficulté. Bon, ça doit correspondre à peu près à ce qu'on a dans Civ 6. La vitesse standard, le style de la carte, continent plus, et la taille de la carte. Ok, bon voilà, des petits détails sur le paramétrage de la partie. On n'oublie pas que là, cette présentation là, c'était une démo, donc évidemment tout ce qu'on voit ici peut changer. Là on regarde les bonus un petit peu comme ça, voir un petit peu la tendance, mais tout ça va être équilibré, et puis c'est sûrement aussi simplifié par rapport à ce qui va nous être présenté lors de la sortie. Ensuite, écran de chargement, et ils en profitent pour, voilà, il va y avoir un petit topo sur l'histoire. Alors, ça me paraît long pour que le narrateur, la narratrice d'ailleurs, nous lise, nous raconte tout ça. Alors, soit parce que les changements vont être super longs, mais c'était pas aussi long dans Civ 6, donc on va voir, mais je sais pas si elle va nous raconter tout ça. Donc, un petit topo sur Hatshepsut, un petit topo sur l'Empire égyptien, mais vraiment très court. On aura la Civilopédia, de toute façon, on aura plus de détails. Et puis un rappel des unités et des bâtiments uniques de l'Égypte. Ensuite, apparemment, donc, quand la partie est lancée, on apparaît avec seulement une unité de colons. Apparemment, là, on n'a pas de guerrier qui nous accompagne. Donc là, on retrouve des choses qui sont très classiques de ce qu'on connaît de civilisation. Il nous propose une recommandation pour fonder la ville. Ce qu'on peut dire là déjà, c'est que premièrement, de tous les retours que j'ai eus, le jeu est magnifique. Alors attention, là ce que vous voyez directement, c'est quelque chose qui a été compressé plusieurs fois. Donc ça paraît un peu flou, ça paraît même très flou. Même moi je le vois déjà flou, donc vous allez le voir encore plus flou parce que YouTube va encore repasser par là. C'est une source que j'ai déjà prise sur YouTube, qui a déjà été compressée déjà une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ok, on imagine qu'il y a beaucoup de détails, on imagine que ça va être beau, on a vu un peu les trailers. Mais de tous les retours des gens qui ont joué directement à cette démo aux États-Unis, invités par Firaxis, les influenceurs en fait,
les gros youtubeurs, on va dire. Le jeu est absolument magnifique lorsqu'il n'a pas été compressé ensuite. Donc voilà, ça on peut être sûr que le jeu va être très très beau. Ensuite au niveau de l'interface, ça c'est pareil, ne pas s'inquiéter au niveau de l'interface. L'interface c'est quelque chose qui est peaufiné en dernier. Donc là, on voit clairement que c'est une interface qui va ressembler à peu près à ça. On va voir les icônes en haut à gauche, la carte en bas à gauche. Là, ça ressemble à Civ 6, hein. C'est les mêmes trucs, mais au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau de l'ergonomie, de la lisibilité, tout ça, ça n'a pas encore été développé, hein. C'est en cours de travail probablement. Donc ça ressemblera pas à ça, en tout cas je l'espère. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en haut à gauche, on a le niveau d'or, avec le nombre d'or par tour. La deuxième ressource, c'est l'influence. Ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas, c'est ce qui va nous servir à interagir avec les autres dirigeants. Ensuite, on a la science, la culture, le niveau de bonheur. Donc, on revient à une ressource bonheur comme on avait dans Civ 5, mais qui apparemment va pas être globale comme dans Civ 5. Elle va quand même être par ville, je pense. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Civ 6, c'est que le bonheur était associé à chaque ville. Donc on pouvait très bien avoir des villes heureuses qui produisent beaucoup, et une ville à côté qui est pas heureuse, qui ne produit rien, qui même est neutre ou même mécontente, ou insatisfaite plutôt. Donc elle va croître beaucoup moins vite et produire beaucoup moins vite, mais en fait je m'en fous parce que c'est une ville que j'aurais uniquement fondée pour aller chercher une ressource. Par exemple, de l'uranium dans la neige, ou une ressource de diamants par exemple dans le désert. Et donc cette ville, elle était vouée à ne pas grossir, mais elle était juste là pour aller récolter la ressource. Et donc dans Civ 6 on pouvait faire ça, dans Civ 5 on ne pouvait pas parce que la variable de bonheur était globale, c'est-à-dire que dès qu'on avait une ville qui était malheureuse, elle apportait le malheur sur tout l'Empire. Voilà, et ça me posait problème. Donc on avait du mal à faire des petites villes malheureuses, mais juste pour se servir d'elles pour aller, comme une petite colonie, juste pour aller piquer des ressources. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un excédent de bonheur, on peut avoir un excédent de bonheur, mais j'ai l'impression que c'est aussi localisé par ville. À confirmer toutefois, j'espère que c'est comme ça en tout cas. Ensuite on voit les conditions de victoire, je pense, le petit trophée avec le pourcentage, l'avancement en fait vers la victoire, puis on a l'arbre techno et l'arbre civique. Donc ça c'est des choses qui sont reprises de Civ 6, donc on aura toujours nos deux arbres de développement, et puis après on a d'autres petites icônes, il y a un symbole de paix, alors je sais pas ce que ça peut être, une amphore, une feuille et un petit traité, donc on va voir ça, on ne sait pas exactement ce que c'est. Voilà, la carte en bas à gauche, et puis les unités, le détail des unités en bas à droite. Bon voilà, on aura un peu plus de détails un peu plus tard, je pense. Ok, donc là on a vu qu'il vient de fonder sa ville avec son colon. Rien vraiment de particulier à ce qu'on peut voir ici, donc il y a le nom de la ville, le niveau de population qui est de 1, probablement 6 c'est le nombre de tours qu'il va falloir pour croître et passer à 2, et puis il y a une petite icône de bonheur, probablement pour voir rapidement si la ville est heureuse ou mécontente. Donc ça me conforte dans l'idée que chaque ville va avoir un niveau de bonheur local. Et puis chaque excédent, je pense que l'excédent de chaque ville va être reporté en haut sur l'excédent global au niveau de l'Empire. Donc on pourrait avoir des villes très heureuses qui peuvent compenser quelques villes mécontentes. Voilà, donc ça devrait pouvoir marcher. Et ensuite ils ont rajouté, je pense, une surcouche sur l'excédent de bonheur, enfin sur le niveau global de bonheur pour certaines choses. Donc ça, à mon avis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Sinon, il n'y a rien de spécial à voir ici, c'est juste que voilà, la ville a été fondée, elle prend une case, et on a toujours les 6 cases adjacentes qui forment nos frontières.
Ok, donc ici on voit qu'il ouvre le panel pour aller voir un petit peu les détails de la ville. Donc il y a, justement là on voit que en haut les détails, donc on voit qu'elle produit 5 de nourriture. Donc là on n'a pas le détail, hein, le micromanagement, on ne sait pas d'où vient ces 5 nourritures, ni ces 5 de production. Probablement il y a le palais qui va sûrement en amener. Elle génère 0 d'or, 0 de science, 0 de culture. On voit qu'elle a 5 de bonheur. Donc elle a donc bien sa variable locale et 0 d'influence. Voilà, tout ça on découvrira plus tard comment on modifie, hein, ces valeurs-là. Et puis on voit qu'au niveau des unités, souvenez-vous, là il a pris l'Égypte, et donc il a le choix entre le scout normal, que tout le monde a, qui se déplace de 2, et l'unité, l'éclaireur. Non, la première unité, c'était pas un éclaireur, la première unité d'infanterie unique à l'Égypte, qui est déjà présente ici. Voilà, donc il peut choisir l'un ou l'autre. Et donc vous voyez maintenant, si on regarde en haut les valeurs globales, maintenant qu'il a fondé sa ville, il a un plus 5 en bonheur, qui vient donc de cette ville, et il a un plus 5 en or, parce que la ville génère 5 en or. Non, d'ailleurs, pourquoi là, il y a un plus 5 en or, donc probablement que... Ouais, je sais pas trop. Et on voit qu'il y a un plus 10 en influence, donc chaque ville doit générer plus 10 d'influence, probablement, plus 10 de science et plus 10 de culture. Voilà. Et il a fondé une ville sur 3. Voilà, il y a cette notion-là qui revient, qui existait, je crois, dans Civ 5, si je crois, où on est limité par le nombre de villes qu'on peut construire au début, mais ça va évoluer et on verra bien comment. Donc là on voit, voilà, il va choisir une des 2 unités à construire. Voilà, on voit au niveau de la ville combien il faut. Et puis la première technologie. Donc on peut regarder un petit peu en détail. Donc la première, elle se débloque toute seule, hein, c'est l'agriculture, on l'a dès le début. Elle permet de débloquer le grenier qui apporte 1 de nourriture, plus 1 de nourriture par ferme, par pâturage, par plantation. Les warehouse food building, c'est un nouveau bâtiment. Il y a marqué persistant, ok, et on peut le construire dans les avant-postes. Voilà, bon, c'est un petit détail, hein, ça peut changer, hein, donc, mais c'est histoire d'avoir un aperçu un petit peu de comment ils ont modifié les choses, comment ils ont adapté par rapport à Civ 6. Voilà, on voit ensuite les possibilités de recherche, donc la navigation, l'élevage et la poterie, voilà, avec les différents bonus. On ne va pas les détailler là, mais ça c'est des choses connues. Et donc voilà, on va arrêter là pour cette première vidéo. C'était vraiment la présentation du tout début du jeu, comment on choisit notre leader, notre civilisation, comment ça démarre, voir un petit peu les nouveautés qui nous attendent. Et je vais faire une petite série de vidéos, voilà, différentes pour détailler un petit peu. Et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues pendant l'émission de présentation qui vont être montrées là, et donc ça apporte plus de détails et c'est assez intéressant. Voilà, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, le petit pouce vers le haut si vous aimez le contenu de la chaîne. Si vous êtes là parce que vous êtes attiré par Civ 7 mais que vous ne connaissez pas ma chaîne, en fait, moi je fais plutôt des jeux de plateau, mais je fais beaucoup de jeux de civilisation en jeu de plateau, donc peut-être que ça vous intéresserait de voir un peu ce qu'il existe en fait en jeu de plateau comme jeu de Civ. Attention, moi je suis tombé dedans et j'arrive plus à m'en sortir, hein, donc c'est à double tranchant. Allez, merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur ce petit... on va dire cette petite parenthèse Civilization 7 sur la chaîne. Allez, merci, ciao.